Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une énorme surprise qui nous est venue il y a tout juste une heure du Vatican. Un pape non italien, depuis 476 ans. Celui-ci est un Polonais. C'était jusqu'à cet après-midi l'archevêque de Cracovie. Il s'appelle Karol Wojtyła et il a 58 ans, ce qui là aussi est une très grosse surprise. Voilà bien longtemps qu'on n'avait pas vu un pape aussi jeune. Il s'appelle Jean-Paul II. Mais avant de commenter cet événement qui va étonner, pour ne pas dire stupéfier la chrétienté, je vous propose de nous replonger une demi-heure en arrière. Il était donc à peu près 19h25. Depuis une heure tout juste, on savait que la fumée était blanche, vous l'avez vu, qu'un pape était donc élu au 8e tour de scrutin. Et c'est donc le cardinal Felici qui, du balcon de la basilique Saint-Pierre, prononçait devant le monde entier la célèbre formule « Habemus Papa ». Je vous annonce une grande joie, dit le cardinal Felici, qui est applaudi par la foule. Et il va très bien prononcer le nom du cardinal. Habemus Papam. Nous avons un pape. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Son éminentissime et révérendissime Carole Charles. Charles. Romane Ecclesiae Cardinalem Cardinal Wojtyła. Alors ça s'écrit Wojtyła et ça se prononce Wojtyła. Et il ne donne pas d'ailleurs le nom du pape, c'est Jean-Paul II. Il a oublié de donner le nom du pape. Le pape que voici, arrivant, donc un pape assez petit, nous le voyons, souriant et terriblement ému. Voici le Saint-Père Jean-Paul II à sa première apparition sur le balcon de Saint-Pierre et qui va prononcer quelques mots avant la bénédiction Urbi et Orbi. Ça ne s'était jamais vu. Même Jean-Paul Ier avait attendu le 2e jour pour s'adresser très simplement à la foule, ce que va faire le pape. Il parle en italien, qui n'est pas sa langue maternelle, bien entendu, puisque c'est un Polonais. Carissimi fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, Siamo ancora tutti addolorati. Nous sommes encore dans la douleur, dans la Dopo la souffrance. morte. oui, les premiers mots du nouveau pape Jean-Paul II seront pour son prédécesseur Jean-Paul Ier, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. Alors avant de voir avec Philippe Arroir, avec Jean-François Six, avec Georges Bortoli à Cracovie, avec Victor Vraiment, tous nos envoyés spéciaux donc sur la planète pour suivre cet événement, je vous propose d'écouter maintenant, de réécouter plutôt la bénédiction que donnait le cardinal Wojtyła, Wojtyła devenu... Vous avez Jean-Claude depuis Darigo à Jean-Paul Rome, je crois. II. Oui, très bien, Jean-Claude Darigo. Oui, je vous entends. Alors Jean-Claude, énorme surprise évidemment pour nous tous et pour tous les chrétiens. Et énorme surprise, peut-être déception pour les Italiens? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de déception. Je ne sais pas s'il faut parler de déception pour les Italiens. Il y a un peu de perturbation dans le studio. Il faut vous dire que vous avez parlé d'une surprise. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une bombe. Hein. Ça a plus été qu'une surprise. Quand on a entendu le prénom du pape, d'abord, on n'a pas pu identifier qui c'était. Et deuxièmement, quand on a entendu le nom, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un Italien. Disons alors la vérité, foule a réagi Jean-Claude. très bien, avec enthousiasme, mais il y a eu un petit flottement. D'ailleurs, Victor Vraiment a suivi cela de plus près, puisque à ce moment-là, comme je ne connaissais pas très bien le personnage, je n'étais pas le seul, je me suis enquis de ce qu'il avait fait et qui il était. Alors Victor? Oui, enfin, tout d'abord, il y avait une ambiance extraordinaire place Saint-Pierre. Il y avait 100 000 personnes qui attendaient la fameuse fumée blanche. Bon, alors c'est quand même étonnant parce que est-ce que cela veut dire que 100 000 personnes avaient eu l'intuition que le pape serait élu ce soir? Donc le cardinal Felici est apparu sur le balcon, il a dit Habemus Papam, et puis ensuite il a dit qui était le nouveau pape. Alors on a compris Jean-Paul II, mais on n'a pas très bien compris le nom de l'élu. En tout cas, la foule qui était rassemblée place Saint-Pierre, ces 100 000 personnes, ont compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un Italien, ni de Papalardo, ni de Ours, ni de Benelli.
Alors, il y a eu véritablement un flottement. Et puis les gens, bon, il y avait quand même des journalistes dans la foule, on a commencé à comprendre qu'il s'agissait de l'archevêque de Cracovie, mais quand même la perplexité a continué. Et au bout d'une attente qui a duré une demi-heure, le nouveau pape est apparu sur le balcon, et là je dois dire qu'il a réussi à conquérir la foule italienne, car quand même pour les Italiens, le pape est d'une certaine façon un patrimoine national. Alors ce pape étranger a quand même réussi, il a produit un certain effet, parce qu'il a commencé en parlant de Jean-Paul Ier. Il a dit nous sommes encore attristés par la mort de Jean-Paul Ier, la foule aussitôt a applaudi. Et puis il a dit aussi je ne sais pas si je pourrais m'expliquer dans votre langue, en italien, là encore la foule a applaudi. Et puis Jean-Paul II a ajouté « Si je me trompe, vous me corrigerez ». Alors là, ça a été l'enthousiasme général. Il a été adopté. La foule a commencé à agiter les mouchoirs. Vraiment très grand enthousiasme, comme si, cette fois encore, le pape était italien. Mais évidemment, grosse surprise. Est-ce qu'on a au moins des éléments sur la personnalité de Jean-Paul II? Il faut dire, Jean-Claude Darigo, il faut dire que même au Vatican, vous n'étiez pas du tout au courant. C'est le plus jeune pape que nous ayons depuis le début du XXe siècle, et c'est le premier pape polonais dans l'histoire de l'Église. C'est un homme donc de 58 ans qui a été ordonné prêtre à 26 ans, qui a été évêque très très vite et qui avait la confiance totale de Paul VI. C'est tellement vrai qu'il y a quelques années, Paul VI lui avait confié la tâche de prêcher le carême non seulement à lui-même mais à tous les cardinaux. C'est un homme qui est un intellectuel de grande valeur. On connaît de lui plus de 120 articles théologiques et philosophiques. C'est un thomiste. Il a fait des études supérieures à Rome et c'est quelqu'un qui a non seulement la considération mais aussi l'amitié de pas mal d'intellectuels polonais. Voilà, ce qu'on peut dire de lui, déjà, c'est quelqu'un qui est connu pour des positions assez intransigeantes sur le plan doctrinal, mais d'après ce qu'on dit au Vatican, c'est un des cardinaux les plus ouverts sur le plan culturel. Alors, nous connaissons un tout petit peu moins mal le cardinal Wojtyła, puisque c'est comme cela qu'il faut l'appeler, ou en tout cas qu'il fallait l'appeler, puisque c'est maintenant Jean-Paul II. Ce que sera le pape Jean-Paul II, nous attendrons de le savoir. Il faut peut-être quand même souligner une certaine signification politique de cette élection, parce que tout de même, on a élu un cardinal qui provient d'un pays communiste, la Pologne. La Pologne, il y a 85% de la population qui est baptisée, qui se déclare en tout cas catholique. Mais l'élection d'un pape polonais sans doute posera un problème aux autorités polonaises communistes dans la mesure où les catholiques prendront une plus grande influence sans doute en Pologne et il faudra voir les réactions officielles ou officieuses qui viendront de Varsovie. C'est ça, tout cela nous allons le voir tout à l'heure avec Jean-François Six, mais auparavant il faut que je vous répète encore une fois que le service de presse du Vatican lui-même n'avait même pas préparé de fiche biographique de Monseigneur Wojtyła, ce qui est vraiment la mesure de l'énorme surprise qu'a créé l'élection de Jean-Paul II. Je vous propose maintenant de suivre la continuité de cette chronologie que vous avez vécue pratiquement à l'antenne tout à l'heure. La continuité, c'est-à-dire la bénédiction de Jean-Paul II. Bénédiction d'un homme, vous le verrez, très ému, assez souriant, mais très ému. Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos, Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors.
service de presse du Vatican lui-même n'avait même pas préparé de fiche biographique de Monseigneur Wojtyła, ce qui est vraiment la mesure de l'énorme surprise qu'a créé l'élection de Jean-Paul II. Je vous propose maintenant de suivre la continuité de cette chronologie que vous avez vécue pratiquement à l'antenne tout à l'heure. La continuité, c'est-à-dire la bénédiction de Jean-Paul II, bénédiction d'un homme, vous le verrez, très ému, assez souriant mais très ému. Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos, Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. C'était donc la première bénédiction du nouveau pape Jean-Paul II au monde chrétien. Alors au fur et à mesure que les renseignements nous parviennent, nous commençons à mieux connaître la personnalité du nouveau pape, qui s'appellera donc Jean-Paul II. Il est né en 1920 dans la province de Cracovie, son père était ouvrier. Le futur pape a dû donc travailler très tôt pour faire des études. Il a lui-même été ouvrier dans une usine de produits chimiques. Il a été ordonné prêtre tout de suite après la guerre, en 1946, et il a gravi très lentement tous les échelons de la hiérarchie religieuse. Simple vicaire, puis curé, évêque auxiliaire de Cracovie il y a 20 ans, archevêque du même diocèse depuis 64, cardinal enfin depuis 11 ans. Je vous laisse imaginer la stupéfaction que cela produit en Pologne. Georges Bortoli est là-bas, notre envoyé spécial. Au nom du gouvernement polonais, le directeur de l'Office des cultes vient d'exprimer sa satisfaction. En effet, on espère à Varsovie que les relations du gouvernement polonais avec l'épiscopat peuvent prendre un tour plus favorable, maintenant que l'hostilité systématique entre le Vatican et les communistes est un peu désamorcée, maintenant que les relations entre les deux hiérarchies, la catholique et la communiste, tendent petit à petit vers la coexistence pacifique. Cela dit, on ne cache pas ici que le cardinal Wojtyła, homme dynamique, encore jeune, et d'un caractère pas particulièrement souple, a causé par le passé quelques soucis aux dirigeants polonais. D'ailleurs, le nouveau pape représente Cracovie, c'est-à-dire la plus contestataire des villes polonaises. On dit même ici que le gouvernement polonais n'était pas particulièrement favorable à ce qu'il devienne le successeur du cardinal Wyszynski. Quant au peuple polonais, catholique à 85% et d'un catholicisme particulièrement fervent, la nouvelle a fait sur lui l'effet d'une véritable bombe. Il faut s'attendre ce soir dans toute la Pologne à une fantastique explosion de joie. Oui, dans la ligne de ce que nous disait Georges Bortoli, j'ai cette réaction à l'instant de l'agence TASS qui a annoncé donc l'élection de Jean-Paul II avec une relative rapidité quand on connaît les délais généralement en Union soviétique. Donc l'élection de Jean-Paul II, pas de commentaire pour l'instant, mais l'annonce tout de même moins d'une heure après l'élection de Jean-Paul II.
Avant de dialoguer avec Jean-François Six, je vous propose d'écouter la première réaction que nous ayons, celle de Monseigneur Etchegaray, qui se trouve en même temps en duplex avec nous de Marseille. J'imagine que, comme tous les chrétiens, pour vous aussi, cela a été la grande surprise. Vous n'imaginiez pas? Oh, c'est sûr, une même très grande surprise, mais en même temps, je peux dire que cette élection ne m'étonne pas tellement. Pourquoi? J'ose dire que je connais assez bien le nouveau pape. J'ai eu l'occasion maintes fois de travailler même avec lui, à l'occasion de plusieurs synodes, au conseil du synode des évêques aussi, et puis dans le cadre de l'Europe. Il m'a invité par 2 fois à aller chez lui à Cracovie, et j'ai toujours découvert en lui un homme ouvert, dynamique c'est certain, mais très accueillant à toutes les aspirations du monde moderne, et en même temps très ferme dans sa pensée. Il sait ce qu'il veut. Mon père, s'il faut comparer, vous le rapprocheriez plutôt de Jean XXIII ou de Jean-Paul Ier ou de Paul VI? Je ne cherche pas à le comparer aux autres papes qui étaient avant lui. Il est Jean-Paul II maintenant, tout simplement. Vous avez entendu les premiers commentaires politiques qui se dégagent. Vous ne risquez pas qu'il y ait une sorte de déviation? On dit on a choisi un pape de l'Europe de l'Est. C'est sûr que c'est un événement extraordinaire pour l'Église d'avoir un pape étranger, mais surtout un pape polonais venant d'un pays de l'Est. Et cela prouve d'abord que l'Église est une, malgré tous les rideaux de fer qu'il peut y avoir, qui séparent souvent les pays. Bien là, nous avons un signe frappant que l'Église s'est restée une à travers un peu toutes ces oppositions d'idéologie. Et l'Église de Pologne, je crois, est fière d'avoir un pape polonais, car c'est une Église très courageuse. Je me souviens, il y a quelques années, il y a à peine 3 ans, en Haute-Silésie, à un pèlerinage marial où il y avait 100 000 hommes, et tous des mineurs, des hommes, présidés par le cardinal Wojtyła, et j'étais frappé par l'emprise de cet évêque sur cette foule qu'il électrisait vraiment par une parole chaleureuse, une parole très vigoureuse. Vraiment, c'est un entraîneur d'hommes. Un mot encore, mon père. Que demandez-vous, vous, représentant de l'Église de France, à ce nouveau pape? Bien, c'est un pape qui connaît bien la France. Il parle très bien le français. Et il connaît bien aussi tout ce qui se passe dans notre pays. Il me l'a montré plusieurs fois par les conversations que nous avons eues ensemble sur les courants de pensée, sur ce qui se passe au plan politique ou social. Merci, Monseigneur Etchegaray, d'avoir été avec nous, notre invité en direct de Marseille. Je vous signale que de toute façon, nous reviendrons sur l'événement à 21h35 dans le magazine Question de temps que vous présentera Louis Berriot, avec d'abord une liaison en direct de Rome, avec autour de Victor Ramand et Jean-Claude Darrigo un certain nombre de prélats et d'évêques qui seront là pour commenter l'événement. Et puis, je pense que c'est plus original encore, une liaison avec une petite église de Normandie où on pourra sentir ce que ressent la base de la chrétienté. Alors je crois qu'il faut un petit peu ramasser tout cet ensemble d'événements, Jean-François Six. Le premier d'entre eux, c'est qu'évidemment il s'agit de l'élection d'un pape non italien. C'est la première fois depuis 1522, depuis Adrien VI, qui était un Hollandais. On avait déjà senti pour l'élection de Jean-Paul Ier qu'il y avait un courant étranger, qu'il y avait un certain nombre de cardinaux qui voulaient surtout que ce ne soit pas un pape venant de la curie. Donc pour signifier la collégialité, c'est-à-dire la corresponsabilité des églises, des différents épiscopats nationaux. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Mais jusqu'alors, on ne parlait que de Français, de Hollandais, d'Argentins peut-être, mais jamais de pape de l'Europe de l'Est. Oui, et c'est l'étonnement. J'allais dire, les cardinaux ont fait preuve d'imagination. En même temps, il y avait un courant, par exemple, l'épiscopat allemand, certainement a dû pousser beaucoup le cardinal Wojtyła, parce que le cardinal Wojtyła avait fait ses études au Germanicum, c'est-à-dire la grande faculté de théologie, enfin le grand collège où les grands théologiens allemands faisaient leur classe et puis étaient professeurs. Alors je crois qu'on doit dire que là, il y a eu un courant, et de même, les cardinaux du tiers-monde qui souhaitaient aussi un étranger, et ça ne pouvait peut-être pas être un cardinal Lorscheider, par exemple le brésilien, mais là on a choisi quelqu'un d'autre que les cardinaux habituels. Ça aurait pu être un Allemand ou un Français, mais non, là c'est de l'imagination, je trouve. À votre avis, est-ce que le conclave a fait un choix politique, je veux dire une sorte de défi à la face de Moscou, par exemple? Oh, certainement pas.
Mais je crois qu'ils ont regardé, ils désiraient trouver un pasteur, un homme de solide santé et un homme de solide doctrine, si je peux dire. Alors, au point de vue solide santé, je connais personnellement le cardinal Wojtyła, je l'ai vu dans son archevêché en Pologne, et c'est un homme de très grande santé. Il a 58 ans. Et il a 58 ans. Il a un très grand dynamisme, enfin, il a une force, j'ai envie de dire une force. 58 ans, je crois qu'il faut monter très loin pour avoir un pape. Oui, c'est l'âge du cardinal Benelli. Enfin, il faut dire, on disait il est trop jeune pour être pape. Là, nous avons un cardinal de l'âge du cardinal Benelli. D'autre part, c'est un pasteur, c'est un homme de terrain. Il a toujours été de cette église de Cracovie, qui est une église très particulière, enfin, qui là aussi a une force très grande. Et moi, une chose qui m'a beaucoup frappé à Cracovie, c'est qu'il était extrêmement proche des laïcs. C'est lui, par exemple, qui a voulu, et je connais bien Vilkanovitch ou Turovitch, qui sont de grands amis, qui sont des laïcs à qui il a donné de très grandes responsabilités dans l'église de Cracovie. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Jean-François, si vous l'avez approché personnellement, est-ce que ce nom qu'il s'est donné, Jean-Paul II, c'est à votre avis tout un programme? Bien sûr. Il a senti, et je crois que dans ce qui s'est fait pendant le conclave, on a voulu un nouveau Jean-Paul Ier avec la correction de la santé et d'une doctrine très forte, si je peux dire. Bien, Philippe Arroy, je crois que nous pouvons ramasser un petit peu toutes les réactions qui sont tombées pendant ce journal. Il y en a beaucoup qui sont tombées, évidemment. J'en retiendrai deux qui sont deux réactions d'espérance. D'abord, le Conseil œcuménique des Églises. Une espérance franche et sincère, c'est ce qu'a dit le pasteur Konrad Kaiser en apprenant l'élection du pape Jean-Paul II. Et puis l'abbé Coache, un des animateurs du mouvement traditionnaliste, souhaite de tout son cœur que le nouveau pape soit le pape de la restauration de l'Église. Nous espérons qu'il fera l'union de tous les catholiques, a-t-il dit en apprenant lui aussi l'élection de Jean-Paul II. Bien, merci Philippe qui avait suivi ainsi que toute l'équipe d'Antenne 2 depuis 2 jours maintenant tout le déroulement de ce conclave. Je crois que nous vous avons permis de vivre cette actualité en direct. Seule la télévision polonaise a pu le faire également. Je pense que de toute façon à 21h35 ou même dans le courant de ce journal, nous pourrons revenir en tout cas dans le magazine de Louis Berriot, Question de temps, sur cet événement majeur de l'actualité. Alors voyons maintenant le reste de cette actualité. Pour ce faire, franchissons d'abord l'Atlantique. Et de 2 pour Jimmy Carter. Jimmy Carter qui, 2 semaines après les accords de Camp David, enregistre une seconde victoire, cette fois-ci intérieure, le vote par le Congrès de son programme énergétique. Il serait plus convenable de dire d'une partie de son programme, puisque la Chambre des représentants n'a fini par ratifier qu'une version, disons, assez édulcorée du train de mesures proposé par les Maisons Blanches. Cela dit, c'est quand même un beau succès pour le président américain. Un succès en tout cas difficilement imaginable il y a seulement quelques semaines. Avec Bernard Rapp, le rappel de ces mesures d'économie d'énergie. Le plan énergétique américain tel qu'il a été adopté dimanche par le Congrès prévoit 3 sortes de mesures. D'abord, la remise en question des belles américaines grosses consommatrices d'essence. Dès 1980, dans moins de 2 ans donc, les propriétaires de voitures qui consommeront plus de 14 litres ou 100 km devront payer une surtaxe allant de $200 à $650. L'industrie ensuite est, elle, encouragée à recourir à d'autres sources d'énergie que le pétrole et le gaz naturel. Le gaz naturel qui sera d'ailleurs réévalué d'ici à 1985. Afin d'inciter l'industrie à changer de source d'énergie, un crédit de 10%, un crédit d'investissement, doit être débloqué. Tout cela suppose bien sûr une augmentation de la consommation de charbon très importante aux États-Unis, mais cela n'ira pas sans dommage pour l'environnement. Troisième volet, les particuliers. Ils sont eux aussi encouragés à économiser l'énergie. Pour cela, un crédit d'impôt sera accordé aux propriétaires qui amélioreront l'isolation de leur demeure à concurrence de $300. Même procédure pour les propriétaires qui auront recours à l'énergie solaire. L'adoption de ce plan représente une grande victoire politique pour le président américain, même si ces mesures peuvent paraître un peu légères en regard de la bataille que se sont livrés pendant 18 mois Jimmy Carter et le Congrès. Je crois que on aurait pu envisager un plan qui aille beaucoup plus loin aux États-Unis. Et d'ailleurs, il suffit de se reporter aux propositions du président Carter d'avril 1977. La proposition la plus importante qui a été totalement éliminée, c'est celle qui aurait consisté à aligner le prix du pétrole américain sur le prix international. Ça n'a pas été fait. Et ceci n'a pas été fait, ceci a été rejeté par le Congrès. Est-ce que le plan américain va avoir des conséquences sur les pays qui sont proches de nous et aussi sur la France ? Eh bien, il faut distinguer les conséquences lointaines et les conséquences immédiates. À long terme, je crois en effet que ces mesures vont permettre d'encourager progressivement la production de pétrole d'origine américaine
et également permettre de ralentir un peu la consommation de pétrole chez les Américains. Et par conséquent, ceci rendra plus aisé le bouclage du bilan énergétique mondial. À court terme, les effets qu'on peut en attendre sont surtout psychologiques. Disons qu'au mieux, on peut en attendre une légère amélioration de la position du dollar. Des mesures qui ne sont donc pas sans incidence sur la santé du franc et de l'économie française tout entière, tout comme d'ailleurs la réévaluation du Deutsche Mark, décidée hier à Luxembourg par les pays dont la monnaie participe à ce que l'on appelle le serpent européen. Les marchés d'échange, comme celui de Paris que vous voyez là, ont réagi à deux événements aujourd'hui. La petite réévaluation du mark, qui n'a pas entraîné de grands changements sur la monnaie allemande, et le plan énergétique américain, qui n'a pas vraiment réussi à réconforter le dollar. La réévaluation du mark est une mesure technique destinée à préparer la création d'une zone de stabilité européenne prévue en principe pour le début de l'an prochain. L'Allemagne, avec le Danemark et le Benelux, fait partie du serpent monétaire, c'est-à-dire d'un accord qui fixe la valeur des monnaies du serpent les unes par rapport aux autres. Le franc français, la lire italienne, la livre anglaise, par exemple, flottent, c'est-à-dire que leur valeur peut connaître d'importantes variations sans que les autorités monétaires de chaque pays soient obligées d'intervenir pour défendre leur monnaie. L'idée de stabiliser le cours des monnaies en Europe doit justement éviter les trop grands changements entre ces différentes monnaies, ce qui perturbe les échanges commerciaux. Le mark, en réévaluant de 4% par rapport à la couronne danoise, de 2% par rapport aux monnaies du Benelux, apparaît vraiment comme la monnaie forte en Europe. En acceptant de le reconnaître une fois de plus, les Allemands facilitent la mise au point de cette Europe monétaire. Ceci le jour même de la remise du prix Nobel de l'économie à un Américain, le professeur Herbert Simon de l'université de Pittsburgh aux États-Unis donc. Économie toujours, mais en France, un nouveau patron pour les petits patrons. René Bernasconi remplace Léon Gingembre à la tête des PME. Léon Gingembre, 34 ans de syndicalisme derrière lui, 34 ans d'anticonformisme aussi. C'est une forte personnalité qui inspirera longtemps encore son successeur, qui d'ores et déjà s'est présenté, nous sommes en pleine actualité, comme le curé de la paroisse. Et devant ces mêmes PME, Raymond Barre a annoncé un troisième train de mesures de simplification des procédures administratives et fiscales, financières également. Le Conseil des ministres d'après-demain va d'ailleurs être consacré en partie à ce dossier des PME. Politique, juste un petit mot pour vous rappeler le résultat des élections municipales partielles de Joinville-le-Pont, c'est-à-dire tout près de Paris. La liste de gauche a été élue dès le premier tour avec plus de 53,5% des voix. Naissance d'un journal, d'un nouveau journal, ou plutôt d'une lettre hebdomadaire, la lettre A, une lettre d'information confidentielle, politique et économique. La défense continue, la décision a été prise ce matin à l'hôtel Matignon et Bernard Pradino vous en dira plus dans le dernier journal à 23h. Voilà qui me fait penser à vous rappeler que depuis tout à l'heure, C'est la vie, donc à 18h35, diffuse une série d'émissions pendant 6 semaines, émissions destinées à illustrer notre concours sur la maison individuelle. Je vous rappelle que plus d'1 million de francs seront distribués, des prix offerts par le Crédit Foncier. Le règlement détaillé du concours dans Télé 7 jours, mercredi prochain. L'actualité à l'étranger maintenant, nous allons assez vite évidemment, compte tenu du reste de cette actualité, et d'abord le Liban. Pour M. Guiringaud, ce sont les milices chrétiennes qui ont déclenché la bataille au Liban. Le reste, en bref et en images, a commencé par un mystère éclairci, celui de la disparition de Wari Boumedienne, retrouvé à Moscou. On le disait menacé, en prison, en exil. Les rumeurs les plus folles couraient sur son état de santé. En fait, Wari Boumedienne semble aller très bien. Il est à Moscou, où il vient d'avoir des conversations sur le Proche-Orient avec Léonid Brejnev. On était sans nouvelles du président algérien depuis le 24 septembre dernier. Et si l'on sait aujourd'hui où il se trouve, le mystère demeure toujours entier sur ce qu'il a fait pendant ces 3 semaines de silence. Journée calme à Téhéran, où à l'appel des chefs religieux, un mot d'ordre de grève générale et de deuil national avait été lancé. 40 jours après le vendredi noir de Téhéran, au cours duquel des centaines, peut-être des milliers de personnes avaient trouvé la mort, aucune manifestation ne s'est produite dans la capitale. Il faut dire que la loi martiale est toujours en vigueur en Iran. Il faut dire aussi que pour désamorcer la situation, le gouvernement iranien avait décidé hier de lever toute censure sur la presse.
Peut-être du pétrole au large du delta du Rhône. La compagnie Elf vient d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour forer à 5 km de la côte et sur 25 mètres de fond. Les travaux pourraient commencer dès la fin de l'année, le temps d'amener sur place une plateforme de forage qui se trouve actuellement en Hollande. À ce moment-là, on saura si oui ou non la Camargue renferme du pétrole. Sport maintenant, le monde de la boxe en accusation et cette fois de l'intérieur. Claude Lormeau, champion de France des superlégers, vient de prendre la décision de mettre fin à sa carrière professionnelle à 28 ans. Non pas pour des raisons de santé, mais il ne peut plus vivre décemment de son métier. Un sport qui, selon lui, est entièrement manipulé par une petite mafia. Pour la boxe professionnelle, on imagine tous qu'on gagne des 100 et des 1000, alors qu'en définitif, moi je travaille 8 heures et pour aller m'entraîner, il me faut encore 6 ou 7 heures. Ça me fait 15 heures par jour. Pour gagner quoi? 3 combats dans l'année? Au cours de ces 2 championnats de France, vous avez tout de même gagné de l'argent. Non, j'ai pas gagné de l'argent. J'ai pris 2 mois de congé sans solde. J'ai eu 8000 francs de dépenses pour un revenu de 10 500 francs. Donc ça fait 2500 francs de bénéfices. Sans compter qu'il va falloir que je les déclare aux impôts, il va rien me rester. Donc ça n'a vraiment pas été un bénéfice. Alors, lorsque vous dénoncez les vieux Manitou, vous faites allusion à certains managers que vous estimez malhonnêtes? Mais ils sont tous malhonnêtes de toute manière. Sur la place de Paris, ils sont tous plus ou moins malhonnêtes, mais ils sont tous malhonnêtes. Et on est dans un cercle vicieux, on peut pas exprimer nos idées, on est coincé de toute manière. C'est les managers, mais comme ils sont organisateurs en même temps, on est coincé et on a juste à se taire et à boxer, c'est tout. Alors vous donnez l'impression vous voulez parler. Vous parlez, est-ce que vous avez le sentiment que si les autres ne le font pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire? Mais c'est exactement ça, ils peuvent pas le faire, exactement, parce que s'ils parlent, ils boxeront plus. Il y a eu l'exemple de Vadbled qui a voulu monter un syndicat, il est resté 15 mois sans boxer, et puis les autres c'est pareil, ils pensent tous comme moi. Moi j'étais dans les salles, je les connais tous les gars, ils pensent tous comme moi, mais ils osent pas le dire. Même Jean-Claude Boutier n'ose pas le dire. Aujourd'hui la reconversion, elle s'opère de quelle façon? Il n'y a pas de reconversion, ça me nuise petit à petit vers la fin, puisque les hommes qui la gèrent à l'heure actuelle, ils se fichent de l'avenir, ils se fichent complètement de l'avenir, alors donc eux, ils vont s'en aller et la boxe partira avec, à moins vraiment qu'il y ait des jeunes qui ont de l'ambition et repartent de zéro, autrement c'est la fin. C'est un sacré pavé dans la mare de la boxe professionnelle. La page de la météo pour terminer ce journal un petit peu exceptionnel. L'automne reprend sa revanche au galop. Vous l'avez vu, aujourd'hui du soleil sur la seule moitié est, des nuages et de la pluie en alternance avec des éclaircies sur la moitié ouest et surtout des températures plus fraîches. Alors demain, le temps sera encore assez ensoleillé près de la Méditerranée, mais ailleurs, nuages avec pluie et quelques averses. Les rendez-vous de l'actualité sur Antenne 2 ce soir, 21h35 d'abord, question de temps avec 3 thèmes dans ce magazine présenté par Louis Berriot, 2 thèmes pardon. Le Liban d'abord avec un reportage sur place de Jacques Abouchard et puis le Vatican à l'heure de l'élection, duplex avec Rome avec un certain nombre de prélats et d'évêques et puis duplex également, je vous l'ai dit, avec une église en Normandie. Je vous rappelle que le nouveau pape a été élu il y a à peine 2 heures. Il s'agit d'un Polonais, pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route. Un Polonais qui s'appelle le cardinal Wojtyła et qui prendra le nom, qui a déjà pris le nom de Jean-Paul II. C'est une émission qui sera animée par Louis Berriot et par Jean-Pierre Elkabbach et qui est préparée depuis quelques jours maintenant par l'ensemble de cette rédaction qui s'est mobilisée pour un événement, on ne le dira jamais assez, exceptionnel. Dernier rendez-vous, 23h10, enfin, le dernier journal qui vous sera présenté par Gérard Holz. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, bonne soirée.